Ce n'est pas seulement des scoops, des affaires, il y a aussi toute une série d'autres contenus, et en particulier l'international. Avec un choix qu'on a fait, qui est assez simple, qui est vraiment aller voir, raconter et faire du reportage. Et si vous cliquez sur le site sous l'onglet international, dans la barre du menu, vous voyez défiler tous les papiers publiés ces derniers jours, ces dernières semaines, et vous pourrez très vite trouver les derniers reportages qu'on a publiés en Iran, aux États-Unis, en Grèce, en Allemagne, en Espagne. Donc, on ne prétend pas tout couvrir, on ne prétend pas tout couvrir sur un flux quotidien, mais on ambitionne, et je crois qu'on y réussit à peu près, à être très présent sur les grands événements structurants de ce qui se passe dans le monde et de ce qui est en débat au niveau mondial. Alors, je vous présente Amélie Poinceau, qui revient justement de l'île de Lesbos, en Grèce, où elle a passé une semaine et qui a ramené toute une série de reportages que vous pouvez lire sur le site, et Thomas Cantaloube, qui était le mois dernier, une dizaine de jours, 15 jours, aux États-Unis pour couvrir le début des primaires américaines. En plus des gens qui sont, je dirais, ici, en staff fixe, progressivement, on est en train de construire un réseau de collaborateurs réguliers à l'étranger. Il y a 4 personnes ici. On a un envoyé spécial permanent à Bruxelles qui s'appelle Ludovic Lamant. On a une correspondante à Genève qui s'appelle Agathe Duparc. Et puis, Thomas, progressivement, construit un réseau de collaborateurs réguliers. Tu peux le présenter très, très rapidement? Oui, disons qu'on a... Je n'ai pas compté exactement, mais on a à peu près une vingtaine de correspondants vraiment partout, aux 4 coins de la planète, dont 5 ou 6 qui collaborent vraiment régulièrement chaque semaine, on peut les lire sur Mediapart. Mais c'est un maillage voilà, qui s'est développé, qu'on a construit solidement au cours des 2 dernières années. Et effectivement, là, c'est encore un choix qui va un peu à rebours du reste de la presse, où on est dans une période de restriction des budgets, notamment sur l'actualité internationale, sur l'international, de fermeture de bureaux. Alors nous, on ne prétend pas ouvrir des bureaux comme à la grande époque, où il y avait des envoyés spéciaux permanents dans plein de pays, mais on passe des accords avec un certain nombre de correspondants pour travailler de manière régulière pour nous. Et effectivement, c'est un des axes. Mediapart, effectivement, s'est construit au départ sur des choses que faisait peu ou pas très bien le reste de la presse française, l'investigation, l'enquête économique, un certain traitement de l'actualité politique. Et voilà, on a clairement choisi, ça a été une orientation de Mediapart prise il y a quelques années, de mettre l'accent sur la couverture de l'actualité internationale. Et on ne couvre pas l'actualité internationale, on va pas vous rendre compte du dernier sommet, de la dernière rencontre entre Hollande et Merkel, de tel résultat d'élection. On va essayer la plupart du temps de construire soit des reportages, soit des articles d'analyse. Et là, on profite encore une fois de ce que nous apporte Mediapart, c'est-à-dire la longueur. Voilà. On peut écrire très long sur Mediapart, des articles qu'on trouve assez rarement dans le reste de la presse. Et puis, si je puis me permettre, dans une temporalité différente, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver à produire des papiers qui ont une durée de vie assez longue, c'est-à-dire qu'ils vont rester pertinents, qu'on peut relire 2, 3, 4 semaines après, parfois quelques mois. Je sais que j'ai retrouvé des reportages qu'on a publiés cet été en Turquie sur l'exode des réfugiés. Et bien finalement, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Hein. C'est toujours les mêmes acteurs, les mêmes réseaux de passeurs, les mêmes... Donc voilà, il y a ce souci de produire des papiers qui ont cette durée de vie longue. Sur les États-Unis, je pense par exemple à une série de reportages que tu avais fait qui était le long du parcours du projet d'oléoduc géant Keystone, qui allait du Canada au sud des États-Unis. Bon, c'est des reportages qui ont été publiés il y a 1 an et qui restent encore aujourd'hui très intéressants à relire, voilà, parce qu'on découvre tout au long de ce trajet. Une des actualités qui va nous occuper beaucoup cette année, ce sont les primaires américaines. Et c'est d'une certaine manière la surprise Trump. Donc, vous avez publié avec Iris Dereux, toi et Iris, il y a une dizaine de jours, un décryptage justement long et qui rentre dans le détail de
qu'est-ce que dit Trump, qu'est-ce qu'il porte comme discours politique, et pourquoi ce que tout le monde pensait être une bulle, et c'est souvent le cas au début des primaires américaines, il y a des candidats qui surgissent et puis qui se désintègrent en vol et qui disparaissent au bout de 2 ou 3 semaines. Et là, un peu à la surprise générale, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Donc pour résumer ce que vous avez qualifié de monstruosité politique, la monstruosité politique Trump, c'est quoi les 3-4 paramètres clés ? Les paramètres clés, c'est surfer sur un ras-le-bol des élites aux États-Unis, de la population qui a l'impression de se faire trahir régulièrement par des élites très proches des milieux de Wall Street, des politiques néolibérales, des think tanks conservateurs. Donc c'est lié à ça, c'est l'effet people de Donald Trump, qui a fait d'abord carrière dans l'immobilier, mais surtout dans les pages people des magazines et de la presse tabloïde new-yorkaise. Et puis, in fine, en tant qu'animateur d'un show de télé-réalité, qui, moi je l'ai vu, j'habitais aux États-Unis à l'époque, était pas si mauvais que ça, enfin, était plutôt intéressant dans son concept, mais qui n'avait rien à voir avec la politique. Et donc voilà, tout ça s'entremêle avec Trump. Et effectivement, quand j'ai vu surgir Trump à l'été dernier, je me suis dit, comme dans toutes les campagnes, il y a toujours plein de candidats qui surgissent, ils montent dans les sondages, les faits de nouveautés, ils retombent, on les oublie. Et voilà, je me suis dit, Trump a démarré très fort, il va retomber. Et en fait, non, ça fait 6 mois qu'il est là, même plus que ça, 8 mois. Et il est en passe de devenir le nominé des Républicains. Bon, alors, on ne va pas rentrer dans toute la complexité de ce qui va se passer à la convention républicaine au mois de juillet, mais voilà, il est durablement installé et dans tous les cas de figure, il aura marqué, en tout cas, les primaires américaines. Et voilà, donc je pense qu'on va peut-être demander à Iris. Tu nous entends, Iris? Oui, je vous entends. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous entends. Donc, voilà. Qui est par liaison Skype aux États-Unis. Voilà. Donc Iris est une de nos plus anciennes correspondantes. Ça fait 5 ans qu'elle collabore avec nous depuis les États-Unis. Et elle a écrit un papier, je pense que c'était il y a 2 mois, qui était très important et très intéressant, que je n'ai pas lu ailleurs. C'est sur en fait comment les médias ont favorisé le phénomène Trump. En gros, comment les médias américains ont servi la soupe, en quelque sorte, à Donald Trump. Est-ce que tu peux nous en parler, Iris ? Oui, bonjour. Effectivement, ce papier-là revenait sur la manière dont il dominait l'actualité. Et par ailleurs, ça revenait aussi sur sa propre utilisation des médias. Je pense qu'on peut vraiment parler d'un homme médiatique, c'est-à-dire qu'il a un nombre d'abonnés, par exemple, sur Twitter, c'est-à-dire qu'il fait lui-même. Il fait son propre petit journal. Il dit lui-même que Twitter est mieux que n'importe quel journal ou média classique, puisque avec Twitter, on ne risque pas d'être en faillite. C'est lui qui le dit. Et donc, ça lui permet de proposer lui-même sa lecture de l'actualité, de faire sa campagne sans avoir besoin de reposer ou d'avoir recours au journalisme traditionnel, c'est-à-dire d'organiser des conférences de presse, par exemple. Et alors, en plus de ça, effectivement, depuis qu'il a annoncé sa candidature, donc c'était l'été dernier ou un petit peu avant, on a pu constater que tous les médias, tout le spectre des médias télévisés et également écrits, parlait de Trump plus que des autres candidats, et notamment beaucoup plus que Bernie Sanders, qui à l'époque était intéressant parce qu'ils étaient tous les deux, ils se posaient tous les deux comme des candidats anti-establishment ou quelque part un petit peu à la marge. Donc on aurait pu imaginer, d'autre part leur candidature était également, et le sont toujours, intéressantes, on aurait pu imaginer qu'il y ait une couverture des 2 candidatures à peu près égale. C'était pas du tout le cas. Trump, de par son aura médiatique, de par ses sorties souvent insultantes, souvent haineuses, a pu bénéficier de cette espèce d'effet Trump tout à fait digne de la presse people que tu mentionnais il y a quelques minutes. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il y a eu cet effet Trump qui a surpris tout le monde, qui a surpris les éditorialistes américains, les commentateurs, qui a surpris les autres candidats.
Et finalement, à force de se dire il va finir par disparaître, il va finir par disparaître, il va finir par s'effondrer, et lui durer, il est à deux doigts aujourd'hui de faire exploser le Parti républicain qui ne sait plus où il en est. Complètement, complètement. Je pense que personne n'a aujourd'hui les clés pour analyser, pour prévoir ce qui peut éventuellement se passer dans les mois qui viennent lors de la convention du Parti républicain en juillet, peut-être avant et peut-être après, à savoir est-ce que le parti va exploser ou même se diviser en fait. Moi, quand je discute avec des chercheurs ici, ils se demandent si peut-être si ce parti-là ne va pas exploser entre une forme de droite et d'une extrême droite. Je ne suis pas sûre que l'expression soit la bonne vu notre propre définition de l'extrême droite, mais enfin voilà, deux partis comme ça qui pourraient naître des tensions qu'on voit actuellement. Clairement, encore une fois, je pense que personne aujourd'hui n'a vraiment les clés pour analyser un phénomène qu'on n'arrive pas à comparer avec d'autres candidatures dans le passé. Des candidats anti-establishment, il y en a eu au cours des élections précédentes, mais avec un tel succès et qui n'explose pas, qui n'est pas une bulle, comme disait François, qui n'est pas une petite bulle qui explose à un moment donné, un candidat comme ça qui domine, quoi, tout simplement. Il gagne élection primaire après élection primaire. Aujourd'hui, personne n'arrive à bien cerner le phénomène et donc à savoir ce qui va se passer, ce qui peut se passer. En même temps, oui. Iris, on a l'impression que là, effectivement, l'incendie est dans le camp républicain et que du coup, toute une partie de l'appareil républicain fait tout pour couler la candidature Trump. C'est comment s'en débarrasser, d'une certaine manière, quitte à perdre l'élection, mais pour sauver le parti. Est-ce que c'est une vision beaucoup trop caricaturale ou est-ce que cette tentation existe aujourd'hui? Elle semble exister. C'est-à-dire, j'ai l'impression que surtout le New York Times et le Washington Post, qui ont l'air quand même, comme beaucoup de gens, hein, mais en tant que grands médias effrayés par cette candidature, couvrent peut-être plus que d'autres médias la possibilité effectivement d'une espèce de stratégie de l'establishment ou des piliers, on va dire, du Parti républicain qui viserait à empêcher Donald Trump d'être le nominé. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, le fait est qu'il, à force de remporter des élections primaires, il accumule quand même un certain nombre de délégués et que sans rentrer dans le détail des règles du jeu assez complexes de la convention du parti et de ce moment clé où vraiment les délégués vont enfin voter donc pour ce fameux nominé, ce fameux candidat. Sans entrer dans ces règles du jeu, il semblerait que ça va être quand même difficile, en fait, tout simplement, de l'empêcher d'être le nominé s'il arrive à la convention en juillet avec une majorité de délégués. Et quand bien même c'est cette fameuse stratégie qu'on évoque ici et là, qui viserait à l'empêcher d'être le candidat à la convention, hein, de sortir gagnant de cette convention, pour le dire simplement, quand bien même ils arrivent à faire cela, est-ce que cela ne provoquerait pas vraiment une explosion du parti, quoi? Parce que aujourd'hui, Donald Trump a le soutien de la base quand même, et puis même il fait revenir ou il fait venir tout court des électeurs américains dans le camp républicain. Donc ce qu'on dit aussi ici, c'est que si on l'empêche d'être le candidat alors qu'il a une majorité de délégués, ça risque de provoquer encore plus de remous. La conséquence de tout ça, j'en sais rien pour le moment. Alors, est-ce que Trump, c'est finalement l'addition qu'il y a à payer pour les années Bush? Moi, je pense que Trump, c'est l'expression outrancière, extrême de finalement tout ce qui a cultivé au sens du bouillon de culture au sein du Parti républicain depuis une vingtaine d'années. Le racisme, la xénophobie, le sexisme, une politique en faveur des élites, une politique exclusivement financière, tout ça. Et n'oublions pas la réaction très dure, très violente face à un président noir, une vulgarité de langage qui a été employée, on se rappelle peut-être pas du vice-président Dick Cheney qui avait dit
une grossièreté dans l'enceinte du Congrès adressée à un démocrate, d'un élu républicain qui avait interpellé de manière limite raciste Obama lors d'un discours devant le Congrès. Tout ça, c'était déjà présent au sein du Parti républicain. Pour aller vite, la bêtise de quelqu'un comme George W. Bush, enfin, disons qu'un discours sans radical, sans zone de gris, caricatural, s'adressant de manière poujadiste à la population, tout ça c'était déjà dans le Parti républicain. Et Trump arrive et finalement, il prend les républicains à leur propre jeu. Et voilà, ils assistent à une version finalement monstrueuse de ce qu'il y avait déjà au sein de leur parti. Et là, quelque part, le roi est nu, le parti est mis à nu, et ils se disent, mais non. En même temps, il prend des contre-pieds. Parce que, par exemple, sur la guerre d'Irak, il est capable de dire on nous a entraînés dans une guerre en nous mentant, il n'y avait pas d'armes de destruction chez Saddam Hussein. Donc, il fait des contre-pieds de ce type. Et c'est pour ça que Trump a... Je parle, Iris, et puis je te donne juste la parole après, excuse-moi. Trump a ceci de particulier qu'effectivement, idéologiquement, il n'est pas du tout dans le dogme de l'establishment républicain du moins d'impôts, moins de gouvernement et plus de Pentagone, en gros. Et donc, voilà, et c'est ce qui fait son succès. Parce que finalement, pendant des années, voire des décennies, le Parti républicain a dit à ses électeurs favoriser toutes les politiques de libre-échange, toutes les politiques néolibérales, les politiques de baisse d'impôts des plus riches, de baisse d'impôts des entreprises, de baisse d'impôts de Wall Street en quelque sorte. Et voilà, occupez-vous de ce qui sont les sujets de société. C'est-à-dire, on a appelé ça God, Guns and Guns, les dieux, la politique religieuse, la politique anti-homosexuelle et la politique pro-armement. Vous vous occupez de ça, nous on gère le reste. Et en fait, une partie de la base républicaine aujourd'hui se rend compte qu'elle va beaucoup plus mal économiquement à cause de ces politiques-là. Et Trump, lui, qui n'est pas du tout dogmatique là-dessus, qui pioche à droite, à gauche, finalement, apporte une réponse qu'on peut qualifier, et il y a pas mal de discussions très théoriques en ce moment aux États-Unis, une réponse fasciste, au sens où l'homme fort, qui s'adresse à la population directement et qui a un programme politique qui, en gros, va de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais qui promet au peuple qu'il va améliorer sa condition. Tu as quelque chose à ajouter, Iris? Oui, excusez-moi, je ne vous vois pas, donc je ne te voyais pas parler. Non, j'allais ajouter au début de ton intervention, Thomas, est-ce qu'on ne doit pas quand même bien prendre en compte la montée du phénomène Tea Party qu'on a voulu enterrer plein de fois et qui, pour moi, prépare l'arrivée d'un Trump, quoi. Ce mouvement Tea Party se posait déjà comme mouvement anti-establishment, avec des candidats qui avaient essentiellement pour programme de s'opposer à Obama, de dénoncer, de critiquer les démocrates. Et finalement, en plus, alors on assistait avec ce mouvement à une espèce d'éparpillement des voix, avec des candidats voulant tous un petit peu prendre leur part du gâteau. Moi, je suis aussi Tea Party, je suis Tea Party. Donc, on arrive au début de cette campagne primaire avec une dizaine de candidats républicains, dont la plupart, Ted Cruz ou Marco Rubio, sont arrivés au Congrès en surfant sur cette vague Tea Party. Et là-dessus, Donald Trump arrive en ayant lui aussi, avant tout, ce message anti-establishment, cette position anti-establishment. Voilà, je pense que il me semble que pour comprendre pourquoi ça fonctionne maintenant, c'est important à prendre en compte. Alors, en même temps, on en avait parlé rapidement, mais ce qui aurait pu être un projet de reconquête pour les Républicains, c'était de s'adresser à l'immense communauté hispanophone, qui, dans certains États, est absolument décisive. Or, c'est le choix inverse qui a été fait, avec ces discours de Trump hallucinants sur « on va faire un mur tout au long de la frontière mexicaine », et en plus, c'est le Mexique qui payera ce mur, et c'est chaque fois c'est le moment le plus applaudi de ces discours de meeting, quand d'autres personnes au sein de la droite américaine théorisaient le fait de s'adresser d'abord à cet électorat qui était, j'allais dire, naturellement, culturellement de droite, parce que très, très religieux, très catholique, très petits entrepreneurs, et c'est l'inverse qui s'est produit.
Oui, il y avait eu un gros dossier qui avait été fait après, je crois que c'est après l'élection de 2012, par tout un nombre un certain nombre de stratèges républicains qui s'étaient réunis et qui avaient déterminé qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce qu'on a perdu 2 élections de suite et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner les suivantes. Et en gros, il avait été déterminé, il faut s'adresser au public hispanophone, au public latino, qui effectivement, comme tu le dis, est souvent très religieux, très favorable au libre entrepreneuriat, qui par ailleurs est attaché à une certaine forme de filet de sécurité sociale, mais qui ne va pas disparaître du jour au lendemain comme Medicare, Medicaid, l'assurance retraite. Donc, premier point, les latinos. Et deuxième point, c'était les femmes, parce que ça fait une vingtaine d'années que le Parti républicain obtient beaucoup moins de voix chez les femmes que chez les hommes. Et donc, ça avait été un briefing, c'était les consultations, ça devait être le plan de route pour les prochaines années. Et voilà, et Trump arrive là-dedans, et qu'est-ce qu'il fait? C'est exactement l'inverse. Un discours xénophobe et un discours très souvent sexiste. Et voilà. Et là où je mettrais un bémol à ce que tu as dit, c'est que ce n'est pas un choix, puisque le Parti républicain, même si c'est quelque chose d'assez informe, les 2 autres candidats, ce qui est intéressant, les 2 autres candidats derrière Trump, c'est Ted Cruz et Marco Rubio, 2 immigrés cubains. Donc il y a ce côté de latino, ils commencent à le mettre en avant. Ted Cruz et Marco Rubio sont des gens qui ont plein de défauts, mais qui pour le coup ne sont pas misogynes ni sexistes. Et Trump vient finalement dynamiter le parti. À mon sens, il révèle ce qu'il y avait de bouillon de culture qui était en pleine ébullition, qui percolait dans ce parti républicain, tout ce qui était nauséabond. Trump le révèle, mais ce n'était pas le plan initial, effectivement. D'accord. Iris, merci, à bientôt. Amélie, tu rentres depuis quelques jours, tu es rentrée il y a quelques jours de Lesbos, où tu es restée pendant une semaine pour faire les reportages que vous pouvez lire sur Mediapart. Lesbos, petite île grecque qui est submergée de réfugiés, d'afflux de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans. Déjà une question très bête, c'est facile de travailler là-bas ou ça devient de plus en plus compliqué ? Je ne peux pas dire que c'était difficile de travailler dans le sens où les gens que je voulais voir, et notamment les centaines de bénévoles en fait, mobilisés depuis cet été sur l'île, que ce soit des locaux ou des étrangers, puisqu'il y a énormément d'ONG. Il y a plus de 80 ONG sur l'île depuis septembre. Donc tous ces gens-là sont relativement accessibles. Au contraire, ils ont plutôt envie de témoigner. Après, du côté des autorités, c'est plus difficile, évidemment, comme partout et comme toujours. C'est-à-dire lorsqu'on veut contacter la police et lorsque l'on veut rentrer dans un camp, donc en l'occurrence le camp d'enregistrement de Moria, qui se trouve donc non loin de la capitale de l'île et par où sont censés passer tous les migrants. Là, évidemment, il faut une autorisation pour y entrer et c'est quelque chose qu'on prépare en amont du reportage. C'est via le ministère de l'Intérieur grec à Athènes. Bon, voilà, c'est toute une procédure que j'avais faite en amont et finalement, sur place, il s'est avéré que j'ai pu retourner à plusieurs reprises dans ce camp, même si je n'avais pas l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement submergés, ils sont tellement, ils n'arrivent pas eux-mêmes à contrôler toutes les entrées et les allées et venues des journalistes, en vérité. Donc finalement, ça a été quelque part relativement facile. Bon, après, évidemment, il faut être un petit peu discret, mais l'idée pour moi, c'était effectivement de rentrer dans ce camp et de voir ce qui s'y passe en dehors des caméras, parce que mon autorisation, au départ, elle était censée être valable pour le jour où venait le haut-commissaire du HCR, le Haut-Commissariat pour les Nations Unies aux réfugiés. Et donc, du coup, c'était une visite avec les caméras, etc. Donc, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et l'intérêt, c'était d'y retourner à d'autres moments et aussi pour prendre le temps, évidemment, de parler avec les réfugiés. Ce que tu racontes dans ce reportage et ce qui surprend à la lecture, c'est que cette île où les habitants, depuis maintenant plus d'1 an, vivent avec une crise humanitaire terrible, il y a des mécanismes de solidarité incroyables qui se sont mis en place et on a l'impression qu'il n'y a finalement aucune tension ou des tensions extrêmement faibles entre les habitants et les réfugiés qui arrivent au rythme entre 1500 et 3000 par jour. En ce moment, là, depuis le début janvier, au printemps dernier et l'été dernier, c'était encore plus. Comment expliquer une telle solidarité quand, je ne vais pas faire la comparaison avec la France, mais en France, où sont les grands mouvements de solidarité ?
Tout simplement, je crois qu'ils sont vraiment aux premières portes de ce flux de migrants. Et je pense qu'en fait, humainement, c'est impossible de rester sans rien faire quand on voit débarquer des dizaines de barques par jour sur ces plages, à quelques centaines de mètres de là où on habite. Je pense qu'en fait, les gens de Lesbos se sont retrouvés dans l'obligation à la fois humaine, morale, d'intervenir et de faire quelque chose. On ne peut pas rester neutre par rapport à ça. Et par ailleurs, quand on est journaliste et qu'effectivement on se rend sur place, et du coup, ce que j'ai pu voir et les scènes auxquelles j'ai pu assister, effectivement, il y a un moment où on ne peut pas rester, je veux dire, à distance de cet événement. Et les locaux, je pense que voilà, il y a eu un effet de solidarité immédiate et puis par ailleurs, ils étaient vraiment tout seuls au début à gérer ce phénomène. Il n'y avait aucune aide extérieure. Les ONG sont arrivés à partir de septembre, mais au mois d'août, il y avait, à ce moment-là, à peu près 5 000, 6 000 arrivées par jour. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore le HCR, il n'y avait pas encore Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc., qui sont arrivés effectivement en masse, mais qu'à partir de septembre. Oui, mais j'allais dire, cette solidarité est tellement forte qu'il y a même une femme qui explique dans ton reportage, qui cite, je crois, plus ou moins un proverbe grec, je cite de mémoire, sur notre armoire est vide, nous n'avons plus rien à donner. Mais donc, nous donnons encore. Et nous donnons quand même encore, mais nous n'avons plus rien. Alors je pense qu'il y a aussi des mécanismes en fait, qui se sont mis en place pendant la crise en Grèce ces dernières années, où en fait les Grecs se sont habitués du coup à se mobiliser et à organiser notamment des sortes de soupes populaires collectives où chacun apporte à manger, etc. Et ils cuisinent ensemble et ils distribuent. J'ai assisté comme ça à une distribution de nourriture justement à l'intérieur du camp, où en fait c'était un collectif de Grecs qui déjà se mobilisaient depuis 2-3 ans en fait dans le contexte de la crise économique que subit ce pays. Du coup, étaient déjà dans des réseaux de solidarité, de mobilisation, etc. Et du coup, ces réseaux se sont réactivés, entre guillemets, puissance 10 sur l'île de Lesbos pour aider les migrants. Alors, mais effectivement, moi j'ai vu notamment, j'ai rencontré des gens dans un tout petit village, un tout petit port de pêche du nord de l'île, où il y a peut-être 30-40 habitants à l'année. Et effectivement, on se demande ce que ces gens-là avaient à donner aux migrants. Et en fait, ils avaient effectivement des choses à donner. Alors ça peut être remplir un biberon de lait, c'est ce qui s'est passé notamment pour une vieille dame qui du coup est maintenant nominée elle est retenue pour la liste des prix Nobel, puisque il y a une liste de candidats au prix Nobel d'habitants de Lesbos. Donc après, ça a été des gestes. Les gens n'avaient pas effectivement beaucoup de choses à donner matériellement, mais après, c'est des gestes, c'est de l'attention, c'est effectivement aller récupérer quelques vêtements, un sac de couchage. Je lisais cet après-midi, il y a une nouvelle déclaration d'Angela Merkel qui dit qu'il ne faut pas fermer la route des Balkans. La route des Balkans, c'est essentiellement la frontière gréco-macédonienne. Les gens arrivent en Grèce, passent en Macédoine et remontent les Balkans jusqu'à l'Autriche qui vient de fermer sa frontière, ou jusqu'à la Hongrie qui avait fermé sa frontière l'été dernier. Et Merkel réintervient, comme elle l'avait fait lors du Conseil européen de lundi, en disant qu'il ne faut pas fermer cette route, parce que fermer cette route, c'est bloquer des dizaines et à terme des centaines de milliers de migrants en Grèce qu'on va transformer en immenses camps de réfugiés. Comment le pays peut tenir, alors qu'on estime aujourd'hui, je crois, c'est 40 000, c'est ça, 40 000 réfugiés bloqués en Grèce? Les chiffres du jour même, parce que désormais je reçois chaque jour les estimations du gouvernement grec. Et donc là, d'après ces estimations, il y a plus de 41 000 migrants en transit dans le pays, c'est-à-dire des migrants qui sont arrivés par les îles de la mer Égée, dont Lesbos et quelques autres, et qui ont pour but effectivement d'emprunter cette route des Balkans. Donc ils sont plus de 41 000 et dont 12 000 à la frontière macédonienne, donc autour de cette ville frontalière qui s'appelle Idoménie. Mais sur tout le trajet, c'est-à-dire à partir du Pirée, le port d'Athènes, et ensuite sur toutes les grandes villes de cette route, il y a des milliers de migrants qui dorment dans des conditions complètement indignes, dans des infrastructures qui ne sont pas du tout faites pour ça, c'est-à-dire des halls de voyageurs, alors le gouvernement grec fait ce qu'il peut, c'est-à-dire par exemple il a installé une sorte de campement dans les anciennes installations olympiques, les anciens stades, etc. C'est des choses. On voit bien que c'est complètement précaire, qu'il n'y a pas du tout les infrastructures sanitaires. Alors, est-ce que ça se fait tout ça dans l'urgence, évidemment. Qui est déjà depuis juillet dernier sous le coup du fameux mémorandum qui l'étranglait un peu plus, nouveau plan d'austérité, etc. C'est reparti pour un tour. Est-ce que parallèlement,
elle reçoit beaucoup d'aides européennes pour la gestion, puisqu'elle est devenue, ce que tu écris dans l'article, le sas d'entrée, la principale porte d'entrée de cette crise migratoire. Alors, il a été décidé à Bruxelles, c'était, je crois, il y a une dizaine de jours, ou peut-être un peu plus, un plan d'aide effectivement humanitaire pour gérer cette crise des réfugiés. Et la Grèce devrait recevoir en 3 ans une enveloppe de 700 millions d'euros, dont 300 millions là pour cette année. Bon, ça reste, c'est un peu comme la manière dont cette crise a été gérée depuis le début au niveau européen. C'est à chaque fois un peu du sparadrap et des politiques un peu d'urgence et un peu après coup, en fait, alors que le fond du problème, enfin, on ne prend pas du tout on ne va pas du tout au fond des choses, et surtout ce plan global de relocalisation qui avait été décidé donc, à l'automne, enfin, oui, après des discussions cet été à Bruxelles, de relocalisation de 160 000 demandeurs d'asile à travers les différents pays membres de l'Union européenne. Ce plan a totalement échoué. Et là-dessus sont arrivées les discussions avec la Turquie, qui ont commencé cette semaine et qu'on a couvert justement avec Ludovic Lamand, notre envoyé spécial permanent à Bruxelles, et qui vont être conduites encore donc la semaine prochaine. Et là, c'est un nouveau plan qui paraît encore plus difficile à mettre en œuvre. C'est vraiment une usine à gaz, ouais, où il s'agirait en fait de renvoyer les réfugiés, les migrants qui arriveraient sur les îles grecques, de les renvoyer directement en Turquie sans qu'ils aient la possibilité du coup de faire une demande d'asile, oui, et à l'inverse de prendre, en échange d'un migrant renvoyé, de prendre un réfugié directement depuis la Turquie pour le relocaliser entre guillemets dans un très autre. européenne. Voilà. Donc sachant qu'ils n'ont pas réussi à mettre en pratique le premier plan, on voit mal comment ce programme pourrait être réalisé. Alors, avant Lesbos, tu avais fait un reportage à Berlin, oui, qui, pareil, racontait cette solidarité incroyable de la société allemande, de toutes les associations qui étaient mobilisées, qui avaient trouvé des locaux partout, des gymnases, des écoles, cette mobilisation, elle se poursuit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et en fait, nous, ce on s'est attaché à faire en fait, depuis quelques mois sur l'Europe et sur la couverture de ce dossier, c'est effectivement de mettre en scène et de raconter ces mobilisations à travers le continent qui sont vraiment aux antipodes des postures politiques qui sont prises ici ou là. Alors c'est vrai qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, s'est montrée très ouverte au départ. C'était la seule qui a finalement ouvert ses frontières, etc. Mais depuis déjà, on observe un certain recul, voire un retournement. En tout cas, même si elle a eu ce geste d'ouverture, d'un autre côté, elle ferme complètement sur le droit d'asile, le droit au regroupement familial, etc. Et puis par ailleurs, on a bien vu les attitudes des uns et des autres, des différents gouvernements européens, une attitude vraiment de fermeture, d'égoïsme, du chacun pour soi, et qui a été renforcée en plus par des élections récentes dans plusieurs pays, et notamment en Europe centrale. Et en Slovaquie dernièrement. Voilà. Donc là, effectivement, et nous, on a fait ce choix de aussi nous attacher à ce que font les sociétés. Le contraste est immense entre les mécaniques de solidarité que les sociétés développent, et sur des mobilisations citoyennes spontanées et qui ensuite s'organisent, et ce que tu disais, des postures politiques absolument incroyables. Edoui, tu voulais dire un mot à ce sujet ? Non, je trouve que tout ça illustre, y compris ce qu'on va faire sur la situation française, c'est-à-dire qu'il faut faire parler ce qu'il y a au cœur de la société et pas regarder tout ce qui se passe en haut. Je regrette juste, mais... Non, le problème quand on parle de retournement éventuel d'Angela Merkel, et c'est vrai en tous les cas, il y a un tournant qui s'est fait lors du dernier Conseil européen, c'est qu'en même temps, Angela Merkel est dans une situation d'isolement politique en Europe qui est terrible. Vous pouvez voir sur le site, dans la colonne Club, une vidéo de l'intervention faite hier au Parlement européen d'un eurodéputé belge qui s'appelle Philippe Lamberts, et qui s'en prend à la France dans des termes d'une violence incroyable, mais pertinent. En particulier à Manuel Valls, qui quand même, depuis Munich, a dénoncé
la politique d'accueil de l'Allemagne et a fait tout un discours en disant l'Europe ne peut pas accueillir de réfugiés. Voilà. Et cet isolement de Merkel entre les pays de l'Est, entre une France qui est quand même très absente de cette crise et un Manuel Valls qui lui a fermé les frontières, du reste les frontières sont fermées, c'est l'état d'urgence. Voilà, explique aussi pour partie cette difficulté politique. Puisque tu parles du club, il y a le texte aussi de MSF et des autres sur Grande-Synthe et le cynisme d'État par rapport à justement une municipalité qui, en accord avec MSF, aux normes internationales, essaye de faire quelque chose. Non, je disais juste, c'est pas un regret, c'est qu'il faut dire à nos lecteurs, à nos auditeurs, qu'on reviendra sur les États-Unis, parce qu'on a parlé de Trump, mais on n'a pas parlé du coup de ce qui se passe chez les démocrates, où il lâche pas l'affaire, le Bernie Sanders, donc il se passe quelque chose, en bonne entente, semble-t-il. Enfin, tu connais mieux que ça, et je pense qu'il faudra qu'un de nos lives prochains soit vraiment totalement américain, parce que c'est intéressant ce qui se passe là, dans les deux camps. Il y a quand même de l'ébranlement, exactement ce que nous aimerions peut-être. Alors ça, vous en parlerez à 20h30. On va s'interrompre. On se retrouve à 20h30 pour la soirée spéciale autour du projet de réforme du Code du travail. N'oublie pas de dire que Mediapart est en accès totalement gratuit. Mediapart est en accès libre, avec une offre d'abonnement spéciale. 3 mois, 9 euros. 3 mois, 9 euros. On vous retrouve à 20h30, mais ne partez pas, parce qu'on diffuse là, justement en apéritif, si je puis dire, de cette soirée sur le droit du travail, les évolutions souhaitables et les évolutions qu'il faut combattre. On diffuse de larges extraits d'un documentaire sur les inspecteurs du travail. Ça s'appelle « Inspecteurs du travail, une rencontre ». C'est un documentaire qui a été écrit et réalisé par Jean-Pierre Bloch. C'est un documentaire qui décrit le quotidien du métier d'inspecteur du travail, son évolution et comment on voit le travail et l'entreprise évoluer depuis ce métier, depuis cette fonction. Ça dure un peu plus de 10 minutes et ensuite on se retrouve, ça commence tout de suite et ensuite on se retrouve pour la soirée spéciale à 20h30. Voilà, merci.